Mesdames et messieurs, en ce 2 août 2026, journée nationale d'hommage aux victimes de violences sexuelles liées au conflit et aux victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, dénommée Génocost. Je m'adresse à vous pour honorer la mémoire de toutes les victimes, mais également rendre hommage à toutes les personnes qui leur ont apporté secours et assistance quand elles en avaient grandement besoin. Cette journée est un appel à notre conscience, car il est des douleurs qui marquent à jamais et traversent des générations. Il est des silences qui, à force d'être imposés, finissent par peser sur la conscience des peuples. Et derrière chaque silence, il y a une souffrance qui attend encore d'être reconnue. Cette souffrance a des noms, des visages. Elle se lit dans le regard des enfants, dans le courage des femmes et dans le combat de survivantes et survivants. En tant que femme, mère, première dame et championne globale de la prévention des violences sexuelles liées au conflit, je veux leur dire aujourd'hui, nous vous voyons, nous vous entendons et nous œuvrons pour que votre souffrance ne soit pas oubliée. Car préserver la mémoire, c'est refuser l'oubli et décourager l'impunité. Mesdames et messieurs, le silence ne doit plus protéger les auteurs afin que ces derniers répondent de leurs actes. La honte ne doit jamais peser sur les victimes. Les survivantes et les survivants doivent être écoutés, protégés et accompagnés. Aujourd'hui, cette responsabilité nous appelle à poser un acte concret. Je vous invite, Congolaises et Congolais, d'ici, de la diaspora et toutes les consciences éprises de justice, à signer la pétition pour la reconnaissance de génocide commis en République démocratique du Congo. Signer cette pétition, ce n'est pas seulement apposer un nom sur une liste. C'est activement briser le cycle de la récidive et refuser d'être complice. C'est demander que les crimes subis par la population congolaise soient clairement nommés, car dans la mosaïque des crimes commis sur notre sol, certains faits, certains actes et certaines campagnes de violence sont susceptibles d'être qualifiés de génocide. Ne craignons pas les mots. Aujourd'hui, ces génocides sont soigneusement documentés. Cette initiative ne vise ni à opposer les mémoires, ni à raviver les blessures. Elle vise plutôt à restaurer la dignité des victimes et à ouvrir le chemin de la justice, de la réparation, de la non-répétition de ces tragédies et enfin à poser des fondements d'une paix réellement durable. Mesdames et messieurs, reconnaître n'est pas diviser. Reconnaître, c'est humaniser. Reconnaître, c'est permettre aux victimes de retrouver leur place dans notre mémoire collective. Que chaque signature devienne une voix qui contribue à briser le silence. Et que notre engagement aide à porter plus loin la mémoire de nos victimes. Je vous invite donc à signer la pétition, à la partager et à faire entendre avec nous la voix des victimes congolaises. Je vous remercie. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue aux questions politiques qui reçoit ce jour monsieur Arsène Mpunga qui est journaliste. Avec lui, nous allons parler d'un sujet d'actualité. Le Génocost 2026 a-t-il répondu aux attentes? On en parle tout à l'heure avec lui. Bienvenue monsieur Arsène. Merci confrère. Comment allez-vous? Enfin, je vais bien au rythme du pays. Ah bah, comme j'avais dit, vous êtes journaliste et vous avez couvert aussi justement l'événement du 2 août 2026 à Kinshasa. Quel est votre regard par rapport au Génocost 2026? Par rapport à la commémoration de cette année, il y a une particularité qui m'a frappé, c'est le caractère populaire de cette commémoration. Vous savez, il y a quelques années que le président de la République a pris une ordonnance pour instituer la date du 2 août, comme celle consacrée au génocide congolais pour des gains économiques, les Génocost.
et que jusqu'ici les commémorations étaient plutôt institutionnelles. Donc pour la première fois, les citoyens s'est pris en charge pour s'approprier la commémoration de cette date qui doit aujourd'hui être dans l'esprit de tout Congolais. Donc je crois que c'est cette particularité qui a frappé mon esprit et qui rassure que les Congolais de plus en plus prennent conscience de la situation qui se passe, que ce soit à l'est ou à l'ouest du pays, et se prend en charge pour ces genres de questions existentielles. Alors, on parle très souvent du génocauste, mais c'est quoi exactement les génocaustes? Les génocaustes, c'est la contraction de deux mots, génocide et coste. Coste comme coût. Et ça signifie le génocide pour des besoins, pour des coûts économiques. Au fait, parce que depuis 30 ans, la République démocratique du Congo est victime de plusieurs génocaustes. Plusieurs génocides, disais-je. Des génocides orchestrés principalement par un voisin qu'est le Rwanda, qui vit du pillage des minerais dans la partie orientale de notre pays. Et pour orchestrer ce pillage, l'armée rwandaise, à travers des supplétifs ou directement, se livre à des actes qui sont assimilables au génocide, c'est-à-dire cible des populations, extermine des villages entiers, à tel point qu'aujourd'hui, si vous allez au mémorial du Génocauste, ce n'est pas loin d'ici, ici à Kinshasa ou à Kisangani ou d'ailleurs dans tout l'est du pays, vous allez vous rendre compte qu'il y a des stèles qui rappellent des moments tragiques dans cette partie du pays, où on vous dit qu'à telle époque, dans tel village, l'armée rwandaise a décimé en une nuit 3000 personnes, avec pour objectif que de s'aimer la terreur, que les Congolais fuient, laissent leur terre et que le Rwanda vienne exploiter. Et donc, c'est pour commémorer l'ensemble de ces exactions qu'une date a été retenue et instituée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et aujourd'hui, le pays est en train de se battre pour que la communauté internationale reconnaisse qu'il y a eu bel et bien des génocides ici en République démocratique du Congo depuis 30 ans. Grosso modo, c'est ça, en fait, ce que veut dire génocauste. Ben justement, il y a eu extermination pendant plus de 30 ans, une extermination massive de population, telle que vous l'avez expliqué, pendant une trentaine d'années. Mais est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on organise ce genre d'activités, les organisateurs eux-mêmes, y compris les victimes ou la population, arrivent-ils à voir leurs attentes? Alors, vous savez, dans ces genres de crimes de masse, des crimes qui visent l'extermination des populations, il y a quelque chose de très important sur laquelle il faut insister, que c'est un travail qui doit s'inscrire dans la durée, c'est la mémoire. C'est-à-dire qu'il faut perpétuer la mémoire des victimes, parce que ce ne sont pas que des chiffres. Lorsqu'on vous dit qu'il y a plus de 10 millions de morts, ce ne sont pas des chiffres. C'est des personnes humaines, comme vous et moi, qui ont été décapités, tués à bout portant, enterrés vivants. Et ces personnes, nous ne devons pas les oublier. Voilà pourquoi, quand on parle du génocide en République démocratique du Congo, il y a notamment ce slogan « n'est pas oublié ». Ensuite, il ne faut pas répéter. C'est ça le travail de mémoire. Il ne faut pas répéter. Dès lors que l'on rappelle aux Congolais qu'il y a 10 millions d'entre vous qui ont été exterminés, la population prend conscience et met en place des mécanismes pour que ces genres de choses ne se reproduisent pas, autant que les autorités du pays. Ensuite, il faut commencer à guérir. Comment guérir? Parce c'est ça la qu'il y a question. des traumatismes, il y a des femmes qui ont été violées, excusez-moi, dans des conditions les plus inhumaines, les plus atroces. Il y a des enfants qui ont vu, il faut suivre les témoignages, notamment lors de ces dernières commémorations. Donc, il y a un jeune qui a raconté comment toute sa famille a été calcinée. Donc, on les a enfermés dans une maison par les Rwandais et on a mis les feux. Par miracle, il s'en est sorti, mais avec des blessures graves. Toute sa famille a été consumée. Donc, un jeune comme ça, il vit avec un traumatisme à vie. Quelqu'un qui a vu sa mère se faire violer. Quelqu'un qui a vu son père se faire décapiter devant ses yeux
il faut qu'ils guérissent. Et pour guérir, il faut la réparation. Il faut qu'il y ait de la réparation. Il faut qu'il y ait de la justice. C'est là qu'on va commencer à guérir. Mais justement, qui va réparer? Oui, et comment? Il y a deux aspects qu'il faut relever à ce niveau. Il y a la responsabilité de l'État qui est censé protéger la population ainsi que ses biens. Et c'est dans le cadre de sa responsabilité que l'État a mis en place aujourd'hui un fonds que nous appelons le FONAREV. Et ce fonds, qui est notamment alimenté par l'exploitation minière, a pour rôle d'identifier les victimes et d'assurer la réparation. Et donc, ce travail est en cours. C'est d'ailleurs ici l'occasion de saluer le travail réalisé en un temps aussi court par le FONAREV d'identifier plus de 500 000 victimes. C'est un travail difficile parce que ces victimes sont disséminées sur des étendues très larges. Rappelez-vous, le Congo a la dimension d'un continent avec des populations qui sont éparpillées parfois dans des zones où il est difficile d'accéder, mais en si peu de temps, identifier autant de victimes, c'est un travail qu'il faut saluer. Ensuite, j'ai vu aussi qu'il y a des réparations collectives qui ont commencé. Là où des écoles ont été détruites, le FONAREV notamment commence à construire des écoles, des centres de santé, et je l'espère bien, dans les jours qui vont venir, des réparations individuelles qui ont d'ailleurs déjà commencé, vont s'intensifier. Ça, c'est la part de l'État qui a failli durant ces 30 ans pour empêcher la perpétration de ces génocides-là. Mais il y a la responsabilité directe de l'auteur du génocide, que le Rwanda. C'est ici que l'État congolais a déposé une plainte devant la Cour internationale de justice pour que la responsabilité directe du Rwanda dans ces massacres des masses soit reconnue. Et si cela est le cas, comme cela a été avec la guerre des 6 jours et l'Ouganda, ce qui a donné lieu au Frivao, le Rwanda sera condamné à payer des dommages à la République démocratique du Congo et ces fonds seront redirigés vers la réparation. Mais revenons sur la responsabilité de l'État. Mais lorsqu'on identifie justement via, comme vous l'avez dit, une structure mise en place, FONAREV, est-ce que cette identification se fait-elle seulement à la partie orientale ou sur toute l'étendue? Parce que certains ont l'impression que c'est comme s'il y a des parties qui sont marginalisées. Ah non, à ce que je sache, l'identification des victimes n'est pas seulement focalisée dans la partie est du pays. Aujourd'hui, le FONAREV a des représentations dans presque toutes les parties du pays. Je ne dis pas toutes les provinces, mais quasiment dans toutes les régions. Vous avez la région orientale, la région de l'Ouest, la région centre, sud et nord. Vous avez les représentations du FONAREV. Et j'ai vu, moi, personnellement, les enquêteurs du FONAREV se rendent, par exemple, dans le Kasaï central, où des massacres ont été perpétrés contre la population, notamment à l'époque de Kamwina Nsapu. Des milliers de Congolais ont perdu la vie dans ces incidents malheureux. Et donc, il y a des réparations aussi là-bas. J'en ai vu aussi dans le Kasaï oriental, dans le Grand Bandundu notamment, et dans les Grands Équateurs. Et lorsque vous parlez du Grand Bandundu, pour ne pas vous interrompre, il y a par exemple à Yumbi et Kwamout, où il y a eu des massacres odieux. Est-ce que les FONAREV vraiment pensent à cette partie-là du pays? Mais le travail d'identification est en cours. Mais rappelons aussi qu'il y a des pesanteurs énormes sur les plans sécuritaires. Quand vous prenez cette région où encore on sévit récemment les Mobondo, accéder dans certaines zones où les populations ont été victimes de ces atrocités était extrêmement compliqué. Maintenant que le calme est en train de revenir progressivement, je crois que le travail va se poursuivre. Mais justement, lorsqu'on voit la présence du chef de l'État lors de cette cérémonie, y compris la première dame, toutes les institutions, est-ce que c'est une lueur d'espoir pour les victimes? C'est un motif de satisfaction aussi quelque part, ou d'encouragement? Vous savez, le chef de l'État est le symbole ou le garant de l'unité nationale. Donc le fait qu'il s'approprie cette question doit en principe envoyer un message d'espoir aux populations qui ont été victimes ou qui sont encore victimes de ces génocides, notamment dans la partie est du pays. Je salue aussi le travail réalisé par la première dame, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, qui, avant même la mise en place du FONAREV, était déjà en train de travailler sur ces questions des violences sexuelles et violences basées sur le genre, dont elle est d'ailleurs championne sur le plan africain. Et donc, c'est
sur ce travail que le FONAREV est venu se poser pour notamment mettre en place des programmes plus vastes à la dimension de notre pays. Aujourd'hui, il y a lieu d'espérer que tant qu'il y a la volonté politique au plus haut niveau de l'État, le travail d'identification, de réparation va pouvoir se poursuivre. Est-ce que la réparation des victimes est-elle à la hauteur de l'événement ou de la situation? Il va être difficile de ressusciter un membre de votre famille qui a été tué dans des conditions atroces. Parce que si on veut que la réparation soit à la hauteur des dommages subis, il faut qu'on vous restitue quelqu'un que vous avez perdu. Il faut qu'on vous construise la maison que vous avez perdue. Dans les conditions actuelles, il va être difficile. Mais moi, ce que je retiens ici, c'est la volonté et la symbolique. Dès lors qu'il y a un premier pas qui est posé, on peut espérer qu'au fur et à mesure, avec notamment l'appui des partenaires techniques et financiers, mais aussi l'amélioration de la situation sécuritaire, l'État congolais, à travers ses structures spécialisées, va continuer de poser des actes de réparation. Et donc, il n'est pas question de se dire, il faut absolument que la réparation soit à la hauteur des dommages subis. Cela risque d'être impossible au regard des dommages qui ont été enregistrés. Oui. On parle ici d'une situation qui dure depuis 30 ans et des millions de personnes qui ont été affectées. Et donc, arriver à réaliser cette réparation... On parle de 6 millions de morts et de 7 millions de déplacés internes. C'est énorme. C'est énorme. Des écoles incendiées, des églises. On parle ici des maisons qui ont été brûlées, des commerces. Toutes ces choses, en principe, toutes ces personnes doivent obtenir justice et réparation. Et c'est un travail qui doit se faire sur la durée. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de pédagogie aussi. C'est très important pour que les victimes comprennent que le travail a commencé et que s'il y a une partie qui a été prise en charge, votre tour va certainement arriver à un moment ou à un autre. Ben justement, Arsène Mpunga, est-ce que les vraies victimes, on parle de vraies victimes, sont-elles vraiment identifiées et soulagées? Alors, je ne peux pas répondre par oui ou par non à cette question parce que je ne suis pas directement impliqué dans le travail d'identification des victimes, mais de ma lecture, j'ai constaté que le FONAREV... Est-ce que les journalistes, pour ne pas vous interrompre, sont-ils aussi associés par moment dans ce travail d'identification? Je disais tout à l'heure que j'ai vu quand même que le FONAREV est assez organisé, avec des enquêteurs qui sont outillés, surtout en utilisant des outils, des dernières technologies, des applications qui lui permettent d'avoir des vraies informations auprès des vraies victimes. Mais maintenant, un travail parfait n'existe pas. Il va falloir qu'il y ait de ratissage, de contrôle et des audits pour qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de fausses victimes qui viennent pour puiser dans les fonds destinés à la réparation des vraies victimes. Est-ce que les journalistes sont associés? Lors des commémorations comme le 2 août, les journalistes comme nous-mêmes, nous étions associés notamment à certaines réunions, à certaines capacitations. Je vois souvent aussi que lorsqu'il y a une activité ou une action de réparation qui est posée dans un milieu, dans un camp de déplacés ou dans une certaine contrée, il y a la presse, il y a la médiatisation, mais est-ce que ça va suffire pour que nous ayons la vérité de ce qui se passe réellement? C'est là que j'interpelle le FONAREV notamment. Il faut de temps en temps organiser des journées portes ouvertes. Il faut faciliter l'accès à l'information aux journalistes pour que finalement, parce que si la population ne s'approprie pas suffisamment le travail de mémoire, tout cet investissement ne servira à rien. Bah, c'est la grande question. Est-ce que la population... Et pour arriver à obtenir cette appropriation, il est nécessaire de s'appuyer notamment sur des journalistes consciencieux et professionnels comme vous, par exemple. Et ça, c'est vraiment une demande que j'adresse directement aux responsables du FONAREV. Je sais qu'ils le font déjà dans la limite des moyens qui sont à leur disposition, mais je peux leur demander d'aller un peu plus loin en intégrant davantage des journalistes qui sont constitués en réseau, en organisation notamment, pour qu'ils les accompagnent de temps en temps, notamment dans le travail d'identification des victimes. Tel que vous l'avez dit, est-ce que ça ne sera pas impérieux qu'il y ait justement des activités tout au long de l'année pour ne pas attendre forcément le 2 août? C'est là que... Des activités régulières. Alors, c'est là qu'il faut saluer l'implication
à cette édition de commémoration des citoyens. Ici, si vous le permettez, je dois d'ailleurs féliciter le Conseil national de la jeunesse, notamment son président, l'ambassadeur Claude Mbouyi, avec d'autres organisations de la société civile et des mouvements citoyens, Iconia de Carbone Béni par exemple, qui ont pris à bras le corps cette question et qui ont dit, nous citoyens, nous prenons en charge la commémoration du 2 août. À partir de maintenant, ça ne sera plus question seulement du président de la République, de la première dame et des chefs des corps constitués. Maintenant, Génocost, comptez sur nous pour sensibiliser la population à s'approprier le travail de mémoire, mais surtout, aujourd'hui, il y a eu une pétition qui a été mise en place et qui est en train d'être signée par les citoyens congolais. Sensibiliser la population à signer cette pétition qui est sur change.org afin que le monde entier reconnaisse qu'il y a un génocide en République démocratique du Congo. Donc, c'est ce travail citoyen qui est en cours et en train de s'intensifier à travers toutes les provinces du pays, avec bien sûr les investissements qui sont faits par le FONAREV, notamment dans la médiatisation de ces activités. On peut espérer que finalement qu'il y ait eu une appropriation sur le plan national, international de la question du FONAREV, ou plutôt du Génocost. Alors justement, parce que nous en parlons, que diriez-vous de gens qui pensent que le Génocost aujourd'hui devient comme un fonds de commerce pour l'État congolais? Je crois que ça, c'est un narratif qui vient tout droit du Rwanda. Parce que vous savez, la guerre qui nous est livrée n'est pas seulement la guerre des armes, c'est aussi la guerre du discours, et que notre ennemi, qui nous a infiltrés depuis plus de 3 décennies, a réussi à retourner certains d'entre nous et leur met sous la bouche des discours qui sont très dangereux. Confrères, ceux qui sont morts, mais c'est des Congolais, c'est des êtres humains. Les massacres dont on vous parle, ce ne sont pas des légendes, au fait. Quand on vous dit qu'il y a eu la guerre de 6 jours à Kisangani, que les bombes tombaient sur les toits des gens, on ne vous raconte pas des mythes, c'est des réalités. Et aujourd'hui prétendre que 30 ans après, qu'il y ait un président de la République qui décide de commencer le travail de mémoire et de réparation, et qu'on considère cela comme un fonds de commerce, alors ça, c'est très dangereux. Parce que, malheureusement, c'est une réalité qu'on tente d'importer du Rwanda. Parce que, aujourd'hui, le régime rwandais fait du malheureux génocide rwandais un fonds de commerce. L'économie rwandaise a été construite sur la pitié du génocide. On a vendu ça au monde entier, et la pitié a fait que l'économie soit ravitaillée par des aides qui viennent un peu de partout depuis plusieurs années maintenant. C'est malheureux qu'il y ait eu ces événements-là au Rwanda, mais c'est le régime rwandais qui en a fait une question de commerce économique et a même rapporté cela dans ses discours et la communauté politiques. S'est laissée emballer. Mais transposer cette réalité rwandaise en République démocratique du Congo, alors ça, il faut vraiment être antipatriotique, antipatriote pour tenir ce genre de discours. Mais cela n'exclut pas que nous, citoyens, ne devons pas être vigilants sur notamment la gestion des fonds qui sont alloués à la réparation. Vous voyez les scandales qui ont eu lieu avec le Frivao. Ouais. Nous ne voudrions pas que des années plus tard, que cela intervienne ou cela aussi survienne avec le FONAREV. C'est ici que j'invite les gestionnaires du FONAREV qui sont sous la tutelle de la CIAVA, une commission interinstitutionnelle, d'être beaucoup plus transparents et surtout de canaliser tous les fonds qui sont captés vers les vraies victimes. Au bénéfice des vraies victimes, bien entendu. Alors, peut-on honorer ces victimes-là ensemble avec leurs bourreaux? On en parle de plus en plus. Il semble qu'il y a des personnes qui ont été invitées à l'événement du 2 août 2026 qui ont été aussi des bourreaux de certaines victimes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de réparation sans justice. Moi, je suis toujours partisan de la règle selon laquelle celui qui commet un acte répréhensif doit en répondre devant les juridictions compétentes. S'il est établi par les juridictions de notre pays ou les juridictions internationales qu'il y a des individus qui ont perpétré des exécutions de masse, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou même des génocides, et qu'ils sont à Kinshasa en liberté,
alors ça c'est triste. Et donc, moi je soutiens ceux qui pensent que s'il y a ces gens-là, ils doivent répondre de leurs actes. Il n'y a qu'à cette condition que les proches des victimes peuvent avoir un peu de paix. Il est impossible, il est impensable que quelqu'un qui a décimé tout un village vous passe devant avec gyrophare. C'est une insulte. À la limite, c'est une moquerie. Donc, Qui partagent la même salle avec les victimes. non, mais je pense que nous devons avoir le courage aujourd'hui d'organiser d'ailleurs dans les années qui vont venir une grande table ronde des vérités et réconciliation, parce qu'il faut aussi reconnaître que dans une circonstance comme cela, il est possible que les gens se pardonnent sincèrement, mais les bourreaux doivent prendre le courage d'avouer et de demander pardon. Et nous allons davantage cimenter la cohésion nationale à ce moment-là. Tant que tous ces mécanismes ne sont pas mis en place, les mécanismes de vérité, réconciliation, les mécanismes de justice transitionnelle, tant qu'ils ne sont pas mis en place, il va être difficile de réparer et que les victimes aient vraiment la paix tant que leurs bourreaux sont en liberté et occupent des grandes responsabilités. J'ai dit s'il est établi, parce qu'attention, on est aussi dans un environnement où la rumeur prospère beaucoup plus que la vérité. Et donc la justice doit faire son travail, établir des la justice responsabilités. doit faire son travail et rétablir les responsabilités, vous l'avez dit. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'appropriation des génocostes par les Congolais. À quel niveau pouvez-vous situer justement, en termes de pourcentage, cette appropriation? Est-ce que le Congolais, aujourd'hui, se disent réellement que non, nous devons prendre à bras le corps le génocoste? À ce jour, pour être honnête, l'appropriation est encore embryonnaire, c'est encore faible. Justement parce que le travail lui-même de mémoire vient de commencer il y a 2-3 ans. Je vous ai dit tout à l'heure que la première dame, dès les premiers mois de la prise des fonctions du président Tshisekedi, était déjà sur ces questions-là, mais au plan officiel institutionnel, c'est seulement il y a 2-3-4 ans que tout a vraiment démarré. Donc, c'est un travail qu'il faut inscrire dans la durée et que maintenant les citoyens, à travers notamment le Répar, viennent de s'approprier la question et que désormais, d'ailleurs c'est une information que je livre à mes compatriotes, la question de mémoire, de réparation sera notamment inscrite dans les programmes scolaires. J'ai eu la chance d'apprendre cette information, notamment lors de la commémoration du Génocoste. Je pense que tout ce travail mis ensemble va permettre à ce que davantage que l'information circule et que le Congolais qui est à l'extrême ouest du pays soit concerné autant que celui qui subit directement les affres dans l'est. Alors, nous allons terminer par ici avec cette citation du chef de l'État, ces jours-là, le 2 août 2026. Il a dit ceci, puissions tous nous engager avec l'aide de l'Éternel, activement, afin que plus jamais que ces atrocités ne se reproduisent dans notre pays. Justement, comment peut-on nous engager? De deux manières. D'abord, en renforçant l'autorité de l'État. Parce qu'il s'agit ici des génocides, c'est-à-dire un État qui vienne exterminer nos populations. Il faut que les dispositifs sécuritaires soient renforcés, que l'État joue pleinement son rôle de garantir l'intégrité de notre territoire. Donc c'est la responsabilité du président, de son gouvernement, du Parlement qui doit leur donner les moyens de leur politique. Et donc que tout l'appareil de l'État se mette en branle pour mettre fin à cette guerre qui a trop duré et que finalement la paix revienne sur l'ensemble de notre territoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour que cela ne se répète plus, il faut un travail d'appropriation. Et ce travail d'appropriation part du civisme, du patriotisme. Dès lors que chaque Congolais, partout où il se trouve, intègre les notions du civisme, les notions du patriotisme, il va être difficile qu'un étranger vienne mettre des armes dans vos mains pour que vous puissiez tuer vos propres frères. Et ce travail, il incombe à la société civile, aux partis politiques, aux églises, à l'école, à l'université, à l'État lui-même. Aujourd'hui,
Tout citoyen, partout où il est, a la responsabilité de prêcher la citoyenneté, le patriotisme, l'amour du pays. Lorsque ces notions seront intégrées par chacun de nous, il sera difficile de prendre une arme et de tirer sur son frère. Il sera difficile de servir de tremplin à une armée étrangère pour qu'elle vienne perpétrer des massacres sur notre sol pour des besoins économiques. C'est un travail qui doit se faire de manière permanente. Et de manière assez méthodique. Il faut de la volonté, il faut de l'engagement de chaque partie. Merci Arsène Mpunga d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie et je remercie vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été en tant que donc très attentif à nous suivre dans cette émission. C'est déjà la fin. Merci encore une fois et à très bientôt. Allez. C'était en 2002. Les rebelles rwandais ont pris mon village. J'étais encore enfant, j'avais que 5 ans. Donc les rebelles faisaient l'usage comme on vient de l'expliquer. Ils nous prenaient, ma famille et d'autres personnes de mon village, et nous enfermaient dans des cases, nous brûlaient vifs. J'ai vu des cris. Nous sommes donc réunis ce dimanche 2 août 2026 pour ramener à la mémoire collective les souvenirs des victimes des crimes internationaux commis sur le territoire congolais. Le thème de cette année nous interpelle tous. Maintenant que tu sais, que fais-tu? Pendant longtemps, certains, on peut dire qu'ils ne savaient pas. Aujourd'hui, personne ne peut plus invoquer l'ignorance. Les rapports existent. Les témoignages existent. Les fosses communes existent. Les survivants existent. Cette année marque une étape importante pour la SIAVAR, celle du passage de la mise en place des fondements à la consolidation de l'action. La mémoire s'est transformée en action. Le narratif national s'est enrichi d'un argumentaire partagé. Les réformes se sont approfondies, les réparations sont entrées en phase de maturation opérationnelle et la voix des victimes a gagné en force dans les enceintes internationales. En tant que femme, mère, première dame et championne globale de la prévention des violences sexuelles liées au conflit, je veux leur dire aujourd'hui, nous vous voyons, nous vous entendons et nous œuvrons pour que votre souffrance ne soit pas oubliée.